Bonjour les amis, bonjour à tous les maquettistes francophones des quatre coins du monde, bienvenue sur Aéromaquette. Dans cette vidéo, on va faire la mise en croix du BF-109 F4 de Hans-Joachim Marseille. À l'automne 1938, l'équipe de conception de Bayerisch VD à Augsburg s'est lancée dans une mission passionnante. Améliorer le Messerschmitt Bf-109E, l'avion de chasse principal de la Luftwaffe à l'époque. Sous la direction du professeur Willy Messerschmitt, le fondateur de l'entreprise, et de Robert Lusser, le chef de la planification du projet, l'équipe avait pour objectif de créer un avion qui surpasserait ses prédécesseurs en termes de design aérodynamique et de puissance. Le résultat de leur travail fut le nouveau chasseur, le Bf-109F, qui était équipé du moteur Daimler-Benz DB601E. Cette version améliorée du DB601A, déjà bien connue dans le BF-109E, était un moteur en ligne avec injection directe du carburant, offrant une cylindrée de 3390 cm3 et une puissance maximale de 1350 chevaux à 4800 mètres d'altitude. Cela représentait une impressionnante augmentation de 23% de la puissance par rapport au DB601A. Le nouveau moteur, un peu plus long avec ses 452 mm, a nécessité quelques ajustements importants au niveau des supports et du capot du moteur. En plus de cela, la version F a reçu une hélice inspirée de celle du Messerschmitt 209. Ces modifications ont donné naissance à un avion élégant et aérodynamiquement efficace, tout en offrant un accès facile aux équipes au sol pour travailler sur le moteur. La prise d'huile du refroidissement, située sous le nez, a été repensée et les entretoises caractéristiques du plan arrière du BF-109E ont été retirées. L'ajout d'un stabilisateur horizontal non renforcé a également entraîné quelques ajustements supplémentaires au fuselage. Un aspect de la quête de Messerschmitt pour l'aérodynamique parfaite était l'utilisation de radiateurs de refroidissement placés sous les ailes. Ces radiateurs étaient plus larges mais plus plats pour minimiser la traînée. Ils étaient équipés de rabats en deux parties à l'arrière qui pouvaient être inclinés de 17 degrés vers le haut et de 23 degrés vers le bas. La partie inférieure servait également de volet d'aile régulier. En même temps, les ailes ont été redessinées avec des bouts d'ailes semi-elliptiques ainsi que les ailerons, les becs de bord d'attaque et les volets. Pour alléger l'avion et améliorer sa maniabilité, l'armement des nouveaux chasseurs a été retiré. En février 1941, 3 avions Bf-109F1 ont malheureusement été impliqués dans des accidents mortels. Dans chacun de ces cas, les pilotes avaient signalé par radio que des secousses violentes secouaient l'avion. Les enquêtes ont ensuite montré que les longerons du fuselage s'étaient tellement déformés que l'assemblage de la queue s'était cassé. Ces problèmes structurels sont apparus si rapidement que les pilotes n'ont eu aucune chance de se sauver. Finalement, l'accident de la 4e machine a mis en lumière que les rivets fixant le revêtement arrière du fuselage étaient soit desserrés, soit manquants, et que les feuilles de métal dans cette zone étaient fissurées ou fortement déformées. La cause de ce problème était une articulation insuffisamment renforcée entre le fuselage et l'empannage à certains niveaux de régime. Les vibrations résonantes du stabilisateur horizontal non renforcé avaient tendance à littéralement arracher la queue à la jonction numéro 9. Pour résoudre ce problème, 2 raidisseurs externes ont été ajoutés de chaque côté de la zone concernée. La position des gouvernes de profondeur sur le Bf-109 au sol était en position basse. On peut voir ça sur la plupart des photos d'époque. C'est en général une erreur de coller la gouverne de direction à un angle. Les avions étaient parqués au sol, prêts à décoller,
Donc il fallait que la roulette de queue soit alignée avec le fuselage. Si ce n'est pas fait, il faut une grosse puissance moteur pour faire avancer l'avion. Et aussi en cas de vent de travers, la roulette de queue étant alignée à 90 degrés par rapport au vent, offre une résistance. C'est à ce stade que je trouve un montage à blanc essentiel pour ne pas avoir de surprise. 3 choses à regarder en fait. En dessous de l'appareil, là où ça s'emboîte bien sûr, et surtout la partie arrière. Beaucoup de maquettes ont des problèmes ici. Et puis bien sûr les emplantures des ailes pour voir si ça s'emboîte au même niveau et sans gros écart entre les ailes et le fuselage. Mais là, pas de problème. Les puits de train sont assez simples. 3 pièces seulement. J'approche le collage des ailes comme le collage du fuselage. Petite section à la fois. Et j'ai 2 genres de pinces. Celles-ci sont très bien. J'ai collé des petits bouts de papier de verre sur les mâchoires, ce qui permet de les mettre très très près du bord sans qu'elles dérapent.
On dirait qu'il y a une erreur de moulage sur l'intrado de l'aile droite. C'est facile à rattraper. Un petit peu de ponçage, avec une mousse et en respectant l'arrondi du bord d'attaque. Ce que je ne montre pas là, c'est l'utilisation successive de grains plus fins. Je signale au passage que j'ai fait une erreur en collant le filtre à air. On voit très bien là qu'il est très loin du fuselage et il y a un angle entre les deux. Bon, c'est fait, je vais devoir vivre avec. Ce sont des becs de bord d'attaque. Ils sortent automatiquement, sans intervention du pilote, selon l'angle d'attaque de l'aile par rapport au vent relatif. Il a pour effet de baisser la vitesse de décrochage, ce qui baisse la vitesse d'atterrissage. Pendant les combats tournoyants, cela posait quelquefois des problèmes pour les pilotes novices. Si l'avion était en dérapage pendant un virage serré, il était possible qu'un des becs sorte avant l'autre, ce qui changeait la disposition aérodynamique de l'appareil qui pouvait déclencher un décrochage violent. Certains experts utilisaient ces becs pour leur avantage. Ils savaient exactement quand ils allaient sortir et ils faisaient absolument sûr que l'avion n'était pas en dérapage pour qu'il sorte en même temps, ce qui permettait de resserrer le virage et de parfois rester derrière un Spitfire qui était beaucoup plus manœuvrable que le 109. Bien que ces becs peuvent être rentrés manuellement au sol, l'état naturel est en position sortie. Les ailerons peuvent être collés dans l'axe de l'aile ou alors avec un tout petit peu de déflexion pour donner un peu de caractère. Mais il faut faire bien attention que si un aileron est baissé sur une aile, il faut qu'il soit relevé sur l'autre. Ces radiateurs sous les ailes servaient à refroidir le liquide qui refroidissait le moteur lui-même. C'était une ingénierie extraordinaire sur cet avion.
Ne vous inquiétez pas, j'ai arrivé à la casser éventuellement. Alors voici la partie la plus délicate des radiateurs. C'est l'installation d'une toute petite pièce, comment on peut appeler ça? Une entretoise? Un truc, un machin? Je sais pas trop. Mais c'est la pièce la plus délicate à installer de ce petit montage. Heureusement, tout s'est très très bien passé. La dernière pièce à mettre est le radiateur de refroidissement de l'huile qui est sous le nez de l'appareil. Cette pièce s'est bloquée contre le cockpit à l'intérieur du fuselage et j'ai eu beaucoup de mal à la récupérer. Les volets sont installés en position basse, qui était la position naturelle pour un avion pour le 109. Certains avions avaient les volets rentrés, mais pour le 109, ils étaient sortis sur la plupart des photos que vous pouvez trouver parce que c'était la position décollage rapide. La pose des volets derrière les radiateurs marque la fin de la mise en croix de cet appareil. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite de vous porter très très bien et je vous retrouve très bientôt sur Aéromaquette avec une autre vidéo. Au revoir.